Et bonjour à tous, on se retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. Et on est mi-janvier, la saison est déjà bien avancée. Il va être temps de faire les premiers semis en pleine terre de courgettes. Alors, c'est des semis que j'aime bien faire en pleine terre à ce moment de l'année parce que voilà, on gagne du temps sur la culture plutôt que de passer sur du contenant. Non, je rigole là. On est mi-janvier, c'est vraiment pas le moment de semer en pleine terre. Il fait extrêmement froid. Là, on doit être à -6, quelque chose comme ça. Tout est gelé. Donc voilà, oubliez les courgettes. On va faire les premiers semis de l'année, effectivement, mais des semis en intérieur, parce que là, il est hors de question de semer quoi que ce soit dehors. Donc bon, bah, voilà, petite blague pour commencer la vidéo. Ici, on aime bien la galéjade. Je vais vous montrer un peu l'état de mon bac où je stocke l'eau pour arroser à l'arrosoir. Vous allez voir, il y a une belle épaisseur de glace. Donc voilà, hop. Hop là. Donc là j'ai plus d'1 centimètre d'épaisseur de glace, c'est vraiment très rare qu'on ait une telle couche de glace. Je vous rappelle, moi je suis dans le Bordelais, donc voilà, regardez ça, hop, des belles plaques de glace comme ça, c'est pas souvent qu'on en voit. Je vais en profiter pour sortir ça. Donc voilà, donc là c'est vraiment pas le moment d'aller semer quoi que ce soit en pleine terre. Par contre voilà, on va commencer à pouvoir anticiper les plantations qui vont venir plus tard en saison avec des semis protégés en intérieur. C'est pas forcément pour tout le monde, il faut de l'équipement, du matos, mais bon voilà, moi je suis équipé et puis allez, c'est parti, on va se lancer. Alors c'est intéressant quand il fait froid comme ça, quand on a ce temps-là, ça permet vraiment de bien visualiser l'importance de l'ombre au jardin. Vous voyez, toute cette partie à droite là qui est à l'ombre, il est midi et demi, donc vraiment là la journée est bien avancée. Vous voyez, tout ça c'est encore bien gelé, c'est tout blanc. Hop, je vous montre. Et voilà, cette partie-là qui est au soleil, vous voyez, hop, ça a complètement dégelé, donc ça donne vraiment une bonne idée de la différence de température qui est induite par le fait qu'il y ait de l'ombre sur le potager, d'où l'intérêt d'avoir fait ce calendrier des semis personnalisé. On peut dire si on a de l'ombre qui s'applique au jardin à l'est, à l'ouest ou au sud, plus ou moins de manière importante, parce que vous voyez, quand il y a de l'ombre, la température est vraiment pas du tout la même. Là, on a vraiment une belle illustration. Et sans parler du fait que forcément ça bloque la photosynthèse s'il n'y a pas de lumière. Donc voilà, on a une belle illustration là quand même voilà, de l'importance de l'ombre au jardin et de l'impact que ça peut avoir. Alors, il y en a qui préconisent du coup d'utiliser des techniques d'ombrage au potager pour éviter le cagnard en été, mais voilà, le problème c'est que le reste de l'année on a plutôt besoin d'un maximum de lumière. Là on peut rien cultiver sur la partie à l'ombre. Alors l'ombrage qui est généré par les arbres a le bon goût quand même sur les arbres caducs avec les feuilles qui tombent, d'être limité du coup au moment où les feuilles sont tombées. Et là, ça va pas repartir avant, il n'y aura pas un feuillage épais sur ce genre d'arbre avant avril-mai. Mais rapidement, il va faire des feuilles. À un moment, on voudra encore plutôt avoir de la lumière. Donc voilà, utiliser les arbres pour faire de l'ombrage, c'est pas forcément idéal. C'est d'avoir toute une période, voilà, entre avril, mai, juin, où vous voudriez avoir un maximum de lumière, et puis les arbres vont plutôt vous la bloquer, donc c'est pas forcément idéal. Donc voilà, sur les questions d'ombrage, c'est des questions compliquées. Parce que par contre en été, voilà, quand ça chauffe vraiment beaucoup, ça peut être intéressant. Donc je pense que plutôt des techniques de filets d'ombrage amovibles, ça me paraît vraiment plus pertinent. Ça permet vraiment de maîtriser exactement ce qu'on ombre et puis à quel moment. Voilà, bon, ça demande quand même du coup des interventions, ça demande des équipements, mais je pense que c'est encore ce qu'il y a de plus efficace. Mais enfin voilà, c'est un petit avis personnel, sans avoir expérimenté d'ailleurs. Mais je pense qu'un de ces quatre, je vais m'y coller avec des filets d'ombrage que je mettrais sûrement, par exemple sur les courges et courgettes en plein été. Et donc nous voilà dans la véranda, on va faire les premiers semis de l'année. Alors comme je vous ai dit, ça va être des semis en intérieur. Je me suis basé sur mon calendrier personnalisé dans Potager Coach sur la région où je suis, c'est-à-dire du côté de Bordeaux, au sud de Bordeaux. Donc voilà, c'est pas forcément à faire partout. Clairement, si vous êtes plus au nord, il va falloir attendre encore un petit peu plus, disons 1 à 2 semaines. Et puis comme je vous l'ai dit, on va utiliser du matériel, c'est des semis qu'on va faire en intérieur. Et donc il va falloir, de manière artificielle, rajouter de la chaleur et de la lumière. Alors autant la chaleur, si vous faites les semis dans votre salon, c'est accessible à tout le monde. Voilà, si vous faites ça en intérieur, donc même dans une pièce chauffée, voilà, vous avez 19 degrés, quelque chose comme ça, de température ambiante. Donc au niveau de la température, ça va être pas mal, même si on va voir que pour la patate douce, ça risque de pas être assez. 19 degrés, il faut quand même un peu plus. Par contre, voilà, pour la lumière, il faut des lumières artificielles, parce que sauf, même en mettant ça vraiment derrière une fenêtre au sud, en janvier, il n'y a vraiment pas assez de lumière et tout, donc il faut forcer un peu l'éclairage. On ne peut pas se contenter uniquement de la lumière naturelle. Alors du coup, je suis parti pour faire des semis donc de petits pois.
qu'on va faire en contenant. On va les faire pousser en contenant pour les repiquer au jardin. Alors c'est la première fois que je le fais. Généralement le petit pois je le fais directement en pleine terre, c'est quand même beaucoup plus simple. Mais je voulais essayer, je sais qu'il y en a pas mal qui le font, donc voilà, c'est un peu pour essayer. Alors pour ceux qui se demandent, hein, les graines Lidl sont pas encore sorties, c'est celles de l'année dernière, j'en avais acheté trop. Donc ben, elles vont servir cette année. Donc on est parti également pour faire un semis de laitue, hein, donc ça c'est vraiment les premiers semis qu'on fait généralement chaque année, c'est le semis de laitue. J'ai trouvé également un poireau assez précoce, qui dit que on peut le semer dès février. Là, on est mi-janvier bien passé, donc il va rester un peu plus longtemps en contenant. Et puis, on va essayer de passer comme ça. Je suis parti pour faire de la mâche aussi, coquille de louvier. Alors la mâche, c'est réputé pouvoir être semée en fin d'été. Pour une culture sur la fin de saison. Alors ça, c'est parce que c'est pour des cultures en pleine terre. Comme là on est sur de la culture en contenant, on va pouvoir le faire plus tôt. Le problème de la mâche, c'est que ça a une température de germination assez élevée et ça n'aime pas par contre les fortes températures une fois que la culture est lancée. Donc c'est pour ça que c'est parfait pour le faire en fin d'été. Au début de la culture, il fait chaud parce que c'est le fin d'été, puis après les températures baissent et donc la culture va profiter d'une température moins chaude, elle va pas aimer les chaleurs. Mais on peut le faire également du coup au printemps en forçant, en faisant du coup le semis en contenant avec une température contrôlée, chauffée. Et après, on le met en extérieur quand il fait encore frais. Et du coup, la plante, normalement, est contente. Voilà, bon, ça, c'est la théorie. On va voir, on va essayer. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Et donc, également, hop, que j'ai récupéré. Voilà, et donc, également, que j'ai récupéré donc, des plants de patates douces que j'ai pris au rayon bio. Hein, j'ai pas pris au rayon pas bio, hein, pour être sûr que ça soit traité, ça soit pas traité, justement, anti-germinatif. Et puis, on va mettre ça à cultiver. Bon allez, mais c'est parti, on va se lancer dans toutes ces cultures. Alors, la première chose dont je vais avoir besoin, ça va être du terreau. Alors je conseille généralement d'utiliser un terreau à semis pour faire ces semis. C'est vraiment, pour le coup, c'est quelque chose dans lequel il est intéressant d'investir. Moi j'ai utilisé tous les ans jusqu'ici du terreau à semis, à part l'an dernier où j'ai pris du terreau universel que j'ai tamisé. Alors moi c'est le terreau de la marque Leclerc que j'utilise, c'est Beaujour, je crois que ça s'appelle. Hop, voilà. Bon, c'est pas un placement, hein, c'est celui voilà, qui est le magasin où je fais faire mes courses et du coup je prends ça. Et j'ai fait mes semis l'an dernier avec ce terreau là que j'ai tamisé et j'en suis très content. Alors au final, je suis pas sûr que ça revienne moins cher qu'un terreau à semis pur, puisque comme là on va enlever quand même pas mal de matière en le tamisant. Au final, au prix du litre, je suis pas sûr que ça soit moins cher. Mais bon, ça permet d'avoir un seul sac pour tout faire, mine de rien. Je trouve que c'est quand même plus pratique. Et puis selon que le semis est plus ou moins délicat, avec des graines plus ou moins petites, on tamise plus ou moins fort pour avoir un terreau plus ou moins fin. Et même pour les grosses graines, on tamise pas du tout, on prend le terreau directement. Voilà, ça permet d'avoir un sac qui fait tout. Et puis les résidus qu'on se retrouve à la fin dans le tamis, on peut les utiliser quand même au potager. Alors justement, pour ce qui est de tamiser, voilà, j'utilise ce genre de tamis. Hop, voilà, sur le côté, on peut décaler la grille. Il y a deux grilles en fait. Et donc en la décalant, du coup, on crée des carrés plus ou moins grands pour le tamisage. Donc voilà, c'est pas mal intéressant. Alors moi je prends les carrés de taille maximale, c'est ça qui va m'intéresser. Voilà, et c'est parti, on va tamiser. Donc ce que je fais, c'est que je prends une boîte. Alors les connaisseurs reconnaîtront les boîtes Action. Toujours pareil, zéro placement. Là pour le coup, moi je vous parle juste de ce que j'utilise. Personne m'a payé pour... voilà, c'est les courses que je fais avec mes petits sous. Et donc c'est parti. Bon, comme je vous l'ai dit l'an dernier, ce terreau-là, il m'a donné pas mal de satisfaction. Mais bon, là, j'en ferai pas de généralité. J'ai quand même remarqué que d'une année à l'autre, les terreaux avaient pas la même qualité. Ils avaient du mal à garantir une qualité constante d'une année sur l'autre. Donc voilà, l'an dernier, ce terreau-là était satisfaisant. Je sais pas du tout ce qu'il va donner cette année. Je sais que, voilà, comme je vous ai dit, les années précédentes, sur certaines marques, j'ai été très content. L'année d'après, je reprends le même terreau. Et puis, en fait, ça s'est pas bien passé du tout. Donc voilà, pour le coup, c'est un peu la loterie à chaque fois sur le terreau. C'est un peu un problème. Alors c'est un terreau qui du coup est universel, utilisable en agriculture biologique, donc il y a moyen qu'il soit un petit peu enrichi en engrais. Alors généralement on dit que justement sur les terreaux à semis, il faut éviter de les enrichir. Moi je vous dis l'an dernier, franchement j'ai eu des très bons résultats, donc voilà, je pense que ça devrait pas mal le faire. Donc voilà, du coup tous les gros bouts ne passent pas. Et là je me retrouve avec tous les gros bouts qui restent là. Par contre, l'essentiel du terreau fin, il passe. Voilà, j'enlève
J'enlève le plateau. Du coup, je me retrouve avec ça dans le tamis. Voilà, et un terreau à semis, vous voyez, qui est quand même très fin. Je vous montre ça de près. Voilà, hop. Donc voilà, ça c'est parfait, hein, honnêtement, pour faire des semis. C'est amplement, enfin c'est même pour de la petite graine et tout, donc ça c'est parfait. Pour ça maintenant, moi je me rabats sur cette technique-là. Donc je vais continuer à refaire un petit peu de terreau et puis je vous reprends après. Donc voilà, j'ai tamisé le terreau. Au final, je me retrouve quand même avec une caisse bien remplie et j'ai que ça comme déchet. Donc au final, ça enlève que vraiment un tout petit volume, le criblage. Donc franchement, là pour le coup, ça vaut le coup. L'an dernier, j'avais quand même plus de déchets dans ce terreau-là en termes de criblage. Donc là, pour le coup, ça vaut le coup par rapport à du terreau à semis, parce que c'est quand même beaucoup moins cher. Et au final, on n'enlève pas grand-chose. Et puis voilà, ça va partir dans une plate-bande. De toute façon, c'est pas perdu. Alors pour les semis, vous m'avez vu utiliser les années précédentes, alors plusieurs types d'alvéoles. Il y avait ces alvéoles-là qui sont des plaques alvéolées de chez Norten, qui franchement ont vraiment bien fait le travail pendant des années. Pendant 10 ans, elles m'ont servi, puis elles pourraient encore continuer à servir. Alors c'est un plastique très souple par contre. Ça vaut pas très cher, hein. À l'époque, je crois que on payait ça 10 € les 3 plaques, donc pour 10 € vraiment on a nos alvéoles pour faire les semis. Bon, par contre là vous voyez que ça commence quand même, au bout d'un moment là, ça commence à fatiguer. Et alors le souci que j'avais quand même un peu avec ces alvéoles là, c'est que le trou derrière est un peu petit. Pour sortir les plants, c'est pas forcément évident. Je prenais une baguette chinoise pour la passer dans le petit trou là, puis sortir le plant une fois qu'il est bien raciné dans l'alvéole, et que du coup il y a vraiment tout bien qui vient. Et le volume de l'alvéole est quand même pas énorme. Voilà, on voit ça fait un cône assez prononcé, donc du coup il y a pas mal de volume qui est perdu entre les cônes. Donc voilà, bon, c'est un petit peu le défaut de ces alvéoles là, mais franchement comme je vous ai dit, elles ont vraiment bien fait le travail. Par contre très rapidement, du coup il faut rempoter les alvéoles dans des pots plus grands, des godets de 7 ou 8. Parce qu'on ne peut pas les laisser très longtemps, les plants dedans. Donc, on ne peut pas les laisser jusqu'à la plantation généralement. Donc il y a besoin de faire un repiquage. Alors, ce que j'ai utilisé également, vous avez vu utiliser, c'est ce genre de petites boîtes qui sont vraiment très pratiques. Parce que voilà, vous mettez pour faire votre semis, puis après plus vous en occupez, c'est vraiment top, hein, parce que vous mettez du coup votre terreau, vous mettez votre graine, vous mouillez, vous mettez un tout petit peu d'eau au fond, hein, pas beaucoup, juste vraiment qu'il y ait bien de l'humidité. Après, vous fermez ça, hop, vous placez ça dans votre serre, et donc toute l'humidité reste dedans, et jusqu'à la germination, si vous avez mis le bon volume d'eau, hein, il ne faut vraiment pas noyer par contre, voilà, vous n'avez pas besoin de réarroser, et puis ça c'est transparent, ça laisse passer la lumière, et puis du coup ça germe, et puis vous avez vraiment un semis où vous faites votre semis, et puis après vous n'avez plus à vous en occuper jusqu'à au repiquage. Les alvéoles sont plutôt grandes aussi, donc ça permet vraiment de garder le plant longtemps dans l'alvéole. Hein, pour des laitues, typiquement, il n'y a pas besoin de le repiquer, on peut le laisser jusqu'à la plantation là-dedans. Le souci, par contre, de ces petits alvéoles-là, la difficulté, c'est le trou en dessous est vraiment petit. Pour sortir le plant au moment de la plantation, c'est pas forcément évident. Là, il faut passer pareil une petite baguette chinoise, mais plutôt par la pointe que par le bout large. Donc il faut vraiment que pour le coup le plant est bien raciné dans l'alvéole pour que ça sorte facilement. Voilà, donc ça c'est un peu le problème de ces boîtes là, c'est après d'arriver à sortir le plant. Enfin globalement ça fait super bien le travail aussi. Alors cette année là je vais essayer un peu autre chose. Donc je vais essayer ces grandes plaques alvéolées là que j'ai trouvées. Hop, avec pareil en dessous un contenant pour mettre l'eau. Donc on est sur le même principe hein, que ça, mais en beaucoup plus grand. Et là c'est du plastique rigide. Avec là, pour le coup, cette fois, la possibilité vraiment de passer le doigt sans souci. Là, vous voyez mon petit doigt en bas, là, je ne sais pas si on le voit bien. Hop, voilà, pour dépoter le plant, là, on est vraiment sur autre chose. Donc ça, pour les petits pois, par exemple, ça va être parfait. Par contre, voilà, le problème, c'est que on part sur des quantités vraiment importantes. On est sur du 54, attendez, que je compte, 6, 2, 4, 6, 8, ouais, 6 x 9, 54 alvéoles. Donc voilà, on est sur des grosses quantités du coup, de semis. D'expérience, c'est quand même toujours compliqué de mettre des choses différentes sur une même plaque alvéolée qu'on ne peut pas séparer par la suite. Donc on se retrouve avec des choses qui germent pas au même moment, on peut pas déplacer, on aurait besoin par exemple de déplacer nos alvéoles, d'enlever le couvercle parce qu'il y a une partie qui a germé mais l'autre n'a pas encore germé et tout, ou alors de les déplacer d'une serre à une autre parce que les plants sont suffisamment avancés alors que les autres sont encore trop petits. Donc c'est souvent compliqué de faire des choses différentes dans une même plaque alvéolée. Parce qu'on ne peut pas trop les séparer après. Donc là, il faut partir sur quelque chose, on va faire 54 semis. Donc là, bon, pour les petits pois, ça va être bien, mais c'est pas forcément utilisable facilement. Voilà, ça, j'avais trouvé ça, je crois que c'était chez Gamme Vert, c'était pas donné pour le coup, je crois que c'était 30 € l'ensemble, 10 € chaque pièce. C'était pas donné, c'était avant la période d'inflation, donc ça se trouve aujourd'hui c'est plutôt 40.
Donc bon voilà, je suis un peu un gros dépensier au jardin. Je vous rappelle, hein, vous pouvez utiliser juste des caissettes en polystyrène de poissonnier, hein, ça fait très bien le travail. Vous pensez bien à les percer en dessous pour que ça draine. Et voilà, ça suffit. Là, si vous êtes là en permanence, vous n'avez même pas besoin de couvrir comme moi je le fais. Moi, l'intérêt de couvrir, c'est que je ne suis pas forcément là en permanence pour surveiller du coup mes semis. Et ça me permet de garder l'humidité sans avoir de problème d'arrosage. Mais si tous les jours vous êtes là et que vous pouvez arroser un petit peu vos semis pour vous assurer que ça sèche pas, vous n'avez même pas besoin de tout ça. Juste voilà, des boîtes en polystyrène de poissonnier, ça suffit à faire le travail. Donc voilà, je rappelle quand même bien ça. Et alors l'autre option sur laquelle je vais partir cette année, hop, c'est des... Voilà, un peu le même genre de principe que ça, mais la gamme au-dessus. Donc là on est sur du plastique rigide, c'est des plaques alvéolées, et alors c'est des grandes plaques alvéolées, hein, beaucoup plus grandes que ça, et que là pour le coup j'ai découpé à la disqueuse. Donc là, ouais, voilà, c'est du plastique rigide, c'est beaucoup plus costaud. Et l'intérêt également aussi de ces plaques-là, c'est que du coup, le trou en bas là est beaucoup plus grand et c'est beaucoup plus facile de dépoter l'alvéole. L'intérêt également aussi, c'est que le trou est plus grand. Vous voyez, par rapport à ça, là, on est sur un trou qui est quand même beaucoup plus grand, pas loin du double de volume, peut-être une fois et demie, entre une fois et demie, 2 fois le volume. Donc ça permet vraiment de garder les plants plus longtemps. Typiquement pour des laitues, je pense que ça va être possible de les faire intégralement là-dedans jusqu'à la plantation. Par contre, la difficulté du coup avec ces plaques-là, ça a été de les découper, hein, puisqu'on est sur du plastique rigide. Alors j'ai utilisé une meuleuse, d'ailleurs c'est ce que Jaco conseille, Jaco des bons conseils d'un jardinier, très bonne chaîne que je vous conseille. C'est notamment sur sa chaîne là que j'avais vu qu'il utilisait ce genre de plaques-là pour faire ses semis avec des grands trous, ces plaques rigides avec des trous profonds en bas. Donc voilà, merci Jaco pour les bons conseils. Donc je m'y essaye aussi. Par contre pour la découpe c'est vraiment fastidieux. J'ai cherché comment faire. Jaco préconise d'utiliser une disqueuse. J'ai pas tellement trouvé de meilleure solution non plus. Solution accessible, à part un petit outil de précision qu'on pourrait utiliser, mais ça vaut cher. J'avais pas acheté ça juste pour découper ces plaques. Donc voilà, j'y suis allé à la disqueuse. C'est vraiment un outil que j'aime pas. Je trouve ça vraiment très dangereux cet outil. Ça fait un bruit de l'enfer. Enfin voilà, j'aime bien bricoler, mais alors la disqueuse c'est vraiment l'outil que je sors que quand il n'y a pas d'autre choix. Et alors après du coup il faut essayer de faire une découpe précise à la disqueuse des plaques. Alors moi je suis parti pour faire du 2x6, des plaques de 12. Je trouve que 12 c'est une bonne quantité généralement pour les semis. Parce que comme je vous dis, voilà, on peut faire du 6x2, du 2x6, du 4x3, du 3x4. Donc 12 généralement ça tombe juste quand on place au jardin. Alors ces plaques, il faut savoir qu'elles ne sont pas symétriques. Si vous les découpez dans un sens ou dans l'autre, vous n'allez pas avoir des choses de la même taille. Alors, moi je me suis fait avoir. La première découpe, je l'ai fait dans un sens, et puis après, je me suis retrouvé du coup avec des alvéoles qui étaient plus écartées que quand j'ai fait la découpe dans l'autre sens. Donc voilà, c'est pas parfaitement carré. Les alvéoles, elles sont un petit peu rectangulaires. Donc voilà, il faut, si vous faites les découpes, faites bien attention à ça. Prenez vos mesures par rapport au contenant dans lesquels vous allez les mettre. Voilà. Et donc l'idée, j'ai fait ces découpes à la disqueuse, courageusement. Et puis du coup, l'idée après maintenant, ça va être de prendre du coup ces plaques-là. Voilà, et normalement l'idée c'est qu'une fois que j'ai fait mon semis, les plaques là normalement doivent rentrer dans ces mini-serres que j'avais acheté là pour le coup. Je crois que ça c'était chez Action. J'avais trouvé ça, si je dis pas de bêtises, mais je crois qu'ils ne les font plus aujourd'hui. C'était il y a 2-3 ans que j'avais trouvé ça, c'était vraiment super. Voilà, et après, il n'y a plus qu'à fermer et je me retrouve du coup avec pareil, toujours une petite serre avec un couvercle avec du coup dedans 48 alvéoles. Puisque je vais faire du 4x12. Donc on est parti du coup pour faire ces semis. Voilà, je vous ai tout expliqué au niveau du matériel. Comme je vous ai dit, tout ça c'est pas indispensable. On peut faire avec beaucoup moins de dépenses et des choses beaucoup plus accessibles. Et je suis parti pour. On va commencer par le semis de laitue. Voilà. Donc je tasse avec les doigts. Je mets les doigts dans chacune des alvéoles pour tasser un peu le terreau. Je recomplète un petit peu. Hop. Voilà. Ah, puis je vous ai pas dit les alvéoles après, une fois que je les ai coupées à la disqueuse, je les ai poncées un petit coup pour essayer d'enlever un peu les barbillons autour de plastique. Alors après, pour le semis, il n'y a rien de plus simple. Hein. Je prends une graine de laitue. Donc on est sur de la laitue qui ne monte pas.
une variété qu'on peut commencer tôt en saison. Et l'intérêt de cette variété-là, c'est que, voilà, ben là, comme son nom l'indique, elle monte difficilement en graines, ce qui va nous intéresser, puisque là, on va partir sur une germination avec une température un peu importante. On en parlera plus tard, mais du coup, j'ai choisi cette laitue-là, puisque je vais devoir mettre dans le même meuble et les patates douces et de la laitue. La laitue aime plutôt des températures assez fraîches, et la patate douce va impliquer d'avoir une température plutôt importante. Donc voilà, avec une laitue qui a une montaison assez compliquée, enfin qui vient difficilement, je mets un peu toutes les chances de mon côté. Bon voilà, les graines de laitue, hein, comme toujours, il y en a énormément dans les paquets. Avec un paquet, je sais pas, il doit y avoir quelque chose entre 500 et 1000 graines par paquet. Donc généralement, la quantité de graines sur la laitue, c'est vraiment pas critique. Généralement, c'est pas trop un souci. Donc je mets au moins 2 graines par alvéole, quitte après à éclaircir une fois que ça aura germé. Mais pas trop non plus, c'est pas la peine d'en mettre 12. Hein. Voilà, j'essaie de mettre maximum entre 2 et 4, quoi. Si ça dépasse 4, j'en enlève. Voilà, donc je récupère les graines en trop, je les remets dans le paquet. Donc je ressaupoudre très légèrement de terreau. Il faut cacher les graines, mais à peine. La graine de laitue est réputée avoir besoin de lumière pour germer. Alors j'avais lu ça, je ne sais pas ce que ça vaut, si c'est vrai ou pas. Mais bon, j'avais lu ça sur internet que c'est une de ces graines, il y en a assez peu comme ça, qui ont besoin de lumière pour germer. Donc voilà, il faut l'enterrer, mais vraiment très très légèrement. Il ne faut pas que vous la mettiez très profondément. Hop, voilà, je retasse un petit coup par-dessus. Donc voilà, j'ai étiqueté mon semis, mais après ce que je vais faire, hop, voilà, c'est que je mouille bien. Avec du coup mon pulvérisateur qui me sert à arroser. Vous pouvez utiliser juste un petit cheap sheet classique, un vaporisateur à gâchette, hein, vous trouvez ça à pas cher. Moi j'ai longtemps fait avec ça, ça fait également très bien le travail. Donc la laitue, on est bon, on est parti pour refaire la même chose avec la mâche. Alors j'aime bien ce petit ustensile là pour les semis, même pour des semis en alvéole, ça permet d'être plus précis. Ça vaut vraiment 3 fois rien ça. C'est vraiment indispensable pour tout jardinier, vous achetez un petit semoir comme ça. Donc je vais mettre 2 graines, je vais essayer de mettre 2 graines par alvéole. Donc là je vais essayer de mettre les graines un peu plus profondes. Voilà, je fais un petit trou avec la pointe de mon crayon. Et je vais essayer de mettre 2 graines par alvéole. Donc là, comme j'ai un terrain plus profond, pas besoin de rajouter du terreau. Juste, je referme autour du petit trou. Il y a les graines au fond. Et du coup, ça enterre les graines tout seul. Pas besoin de remettre du terreau par-dessus. Donc sur l'étiquette, hein, j'y mets vraiment les infos minimales, hein, parce que toutes les variétés, tout ça, je vais renseigner ça dans Potager Coach. C'est un peu l'intérêt également du logiciel, c'est que ça me permet de tout historiser, ce que je fais d'une année sur l'autre, et puis au moment de ma saison également, de pouvoir tout noter. Donc j'ai bien noté que ça va être un semis de mâche avec la variété coquille de Louviers. D'ailleurs, je vous ai fait une petite mise à jour récemment, là, j'ai appelé la fontaine à vœux, qui vous permet en gros, chaque utilisateur a 10 pièces de vœux à positionner sur différentes fontaines qui correspondent en gros à des fonctionnalités qui pourraient être rajoutées dans le logiciel. Et puis comme ça, chaque utilisateur répartit ses pièces en fonction des choses qui vraiment l'intéressent. Je vous donne pas encore le résultat complet de la fontaine à vœux parce que je veux pas influencer les prochains votes. Hein. Je veux vraiment que les gens ils votent vraiment en fonction de leur intérêt à eux et pas en regardant en fonction qu'ils fassent des calculs en fonction de ce que les autres ont voté et tout. Donc ça va rester secret. Mais voilà, clairement moi, ça m'a un peu surpris. C'était pas forcément ce à quoi je m'attendais. Donc c'est bien, c'est parfait, ça va me donner des bonnes pistes sur quoi travailler. Voilà, j'ai essayé de faire un truc un peu ludique, plutôt que juste faire un sondage avec un QCM. Voilà, c'est un petit truc sympa. Vous avez différentes fontaines, puis vous jetez vos pièces dedans. Alors voilà, l'animation est rudimentaire, mais c'est quand même sympa et ça me permet vraiment d'avoir un retour de votre part sur le logiciel, ce que voilà, vous souhaiteriez avoir, puis un retour général aussi. Voilà, globalement, vous êtes jusqu'ici, tous les retours, j'ai que des notes entre 5 et 6 quasiment, puisque c'est des notes sur 6, j'ai quasiment que des 5 sur 6 et des 6 sur 6, donc visiblement vous en êtes satisfait. Voilà, ça me fait plaisir. Je vais continuer à travailler dessus. Il y a plein de choses à améliorer, plein de choses à rajouter. Donc voilà, vous n'avez pas fini d'en avoir plein les mirettes. Alors, c'est parti. Du coup, je rajoute. Voilà.
La mâche part également alors avec 24 plans de mâche, hein, on va pas non plus faire des folies. Hein. C'est un peu pour essayer de faire des semis de mâche en alvéole. Alors comme vous le savez, moi j'ai peut-être, comme vous le savez peut-être, tout ce qui est mâche et épinard, c'est vraiment des semis que j'ai vraiment du mal à réussir. Donc voilà, je vais essayer de les faire un peu en alvéole pour voir un peu ce que ça donne. Alors, on est parti. Je recours. Et voilà. Je vais bien fermer le couvercle pour que l'humidité reste bien dedans. Il y a quand même des petits trous sur le côté, vraiment, si jamais il y a des excès. Et voilà, j'ai mon premier semis de prêt, donc 24 laitues, 24 plants de mâche qui vont partir du coup pour la germination. Donc voilà, premier semis de l'année. C'est parti, la saison 2024. Donc on est parti, on continue. Donc là, on va faire les petits pois. Comme je vous l'ai dit, on va partir sur ces alvéoles-là de plus grande taille. Alors, faut faire attention quand on remplit ce genre de plaque, on a souvent, généralement, tendance à mettre beaucoup de terreau au milieu et puis moins sur les côtés. Donc, il faut bien faire attention à les remplir vraiment jusqu'au bord et jusqu'au coin. Les coins, c'est généralement les cases qui en reçoivent le blanc. Alors voilà, j'en ai qui est tombé dessous. Hop, on récupère. Donc, pareil, un peu comme pour la mâche, je vais faire des trous dans chaque alvéole. Et c'est parti, je vais mettre 2 graines par alvéole. Donc voilà, je referme. Voilà, je recomplète quand même un peu avec du terreau pour être sûr que les graines soient quand même suffisamment enterrées. Mais alors là, pour ce qui est d'arroser, hein, j'ai pas hésité vraiment à mettre de l'eau parce qu'il y a un grand volume de terreau. Alors il faut faire attention avec le terreau. Des fois on a l'impression que c'est mouillé, mais c'est mouillé juste en surface. Hein. Et il faut que vraiment l'eau descende bien en profondeur. Donc pour arroser ce genre de plaque, hein, ce qui peut être intéressant également, c'est de mettre de l'eau par en dessous, hein, dans le contenant en dessous, pour que l'eau remonte par capillarité. Donc c'est ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu d'eau en dessous, pour être sûr que ça mouille bien vraiment toute l'alvéole. Alors par contre on est quand même sur des semis qui aiment vraiment pas trop être détrempés non plus. Hein. La graine de légumineuse, hein, ça a assez tendance au pourrissement si vraiment c'est trop mouillé. Donc voilà, l'arrosage, c'est plus délicat que sur de la laitue ou de la mâche. Là. Il faut vraiment arriver à trouver le bon dosage, il faut mettre la bonne quantité. Ni trop peu, ni pas assez. Bon, vous avez quand même une bonne marge, hein, c'est pas non plus ultra sensible, mais voilà, il faut faire quand même attention à la quantité d'eau qu'on met. Alors, pour avoir fait pas mal de haricots comme ça en alvéole, hein, c'est des semis qui peuvent vite râper si vraiment il y a trop d'eau. Alors, petit pot en alvéole, j'ai jamais fait, mais bon, voilà, famille des légumineuses, je me dis que ça va être le même principe. Il faut faire attention au dosage d'eau. Alors, on continue avec le semis suivant. On est parti sur les poireaux, d'Elbeuf. Alors, pour les poireaux, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir quand même une bonne profondeur de contenant. Et on va faire ça pas en alvéole, du coup. On va les faire directement dans une sorte de terrine. Alors, c'est un peu grand pour le coup. Il y aurait la moitié, je pense, disons les 2/3, ça serait suffisant. Mais j'ai pas forcément le bon format. Donc, il y a la profondeur qui va bien là. Et puis, pour le coup, j'ai un couvercle. Donc voilà, ça, c'est les nouvelles serres. Ça, j'ai trouvé ça chez Action aussi. C'est leur nouvelle version par rapport à celle que je vous ai montrée avant. Mais je trouvais celle d'avant quand même plus sympa. C'était un peu grande quand même. Voilà, donc ça c'est la nouvelle version. Je pense que d'ailleurs elle est moins chère. Parce qu'il y a quand même moins de travail. C'est du plastique moins. C'est pas du plastique dur comme les autres. Donc là on est parti du coup. Je vais mettre au fond du terreau pas tamisé, pas besoin de le tamiser. Là sur la partie, sur le fond, on va utiliser le terreau tamisé que sur la partie pour recouvrir les graines. Donc toutes ces quantités de terreau là, c'est pas perdu, hein, parce qu'au final, de toute façon, tout le terreau qu'on va utiliser pour les semis, c'est du terreau qui va finir dans les bacs potagers au final. Donc voilà, si jamais vous aviez l'intention d'acheter du terreau pour mettre dans vos bacs, autant l'utiliser pour faire les semis, et après, au moment où vous faites la plantation, ou que vous videz les terrines, ce genre de choses, ça finira par partir dans vos bacs. Mais la meilleure manière d'utiliser du terreau, je trouve, c'est vraiment pour les semis, et puis de toute façon, ça finit au final au potager. Bon, je pourrais même encore mettre plus de fond. L'intérêt d'avoir du fond sur le semis de poireaux, c'est que du coup les racines vont descendre en profondeur, ils vont pas trop se faire la concurrence les uns avec les autres, ils vont pouvoir pousser de manière assez dense, assez serrée.
Alors on est parti pour mettre les graines. Comme je l'ai dit, variété poireau d'Elbeuf. Une des difficultés du semis, c'est que la graine de poireau est noire, parfaitement noire. Hop, attendez, je vous montre ça. Voilà. Et de la même couleur que le terreau, donc voilà, c'est pas forcément évident de les voir dans le terreau. Donc je recouvre d'un petit peu de terreau par-dessus. Et voilà. Alors j'en mets un petit coup. Hop. Je recouvre. Et voilà, mon semis de poireau, il est fait. Il est prêt à partir dans la serre à semis. Et donc il va nous rester à faire la dernière culture, à savoir la patate douce. Alors pour faire, ce qui est de faire germer la patate douce, hein, ce qu'il va falloir faire, c'est les faire baigner dans l'eau. Alors il y a une technique qui se pratique bien, c'est d'utiliser des bouteilles comme ça et de mettre sa patate douce. Alors on la fait tenir, du coup on met des cure-dents là sur les côtés, qu'on plante. On met de l'eau au fond de la bouteille, voilà, et puis on la laisse, on laisse la partie pointue de la patate douce trempée dans l'eau, et la partie plus charnue, plus ronde en hauteur. Voilà, et normalement au bout d'un moment, il va y avoir des germes qui vont sortir sur la patate douce, et des lianes qui vont commencer à pousser, et c'est les lianes qu'on va récupérer, qu'on va bouturer après pour notre culture. Alors moi je vais partir sur un peu une autre technique, hein. Je vais utiliser un peu la technique d'Olivier, hein, du potager d'Olivier. Donc lui ce qu'il fait, c'est que il les fait germer carrément dans le terreau. Alors bon, c'est du terreau qui est utilisé, a priori on pourrait s'en passer, puisqu'il suffit juste de l'eau pour les faire germer. Mais bon, comme je vous l'ai dit, de toute façon, c'est le terreau. Après, ça part au potager. Ça fait partie un peu de la fertilisation du potager. Donc bon, voilà. On gaspille un petit peu de terreau, mais enfin, on n'est pas sur des choses vraiment très critiques. Donc là, ce que je fais, c'est que je place ma patate douce à plat dans le terreau. Je pense que je vais même rajouter encore un peu plus de terreau. Donc j'en ai acheté plusieurs. Hein. J'ai plutôt pris des petites patates douces plutôt qu'une seule grosse énorme. Je préfère multiplier les petites. Voilà, il y en a 4. Celle-là, par exemple, elle commence déjà un peu à pourrir. C'est pas forcément idéal. Mais bon, voilà, j'ai pris avec ce qu'il y avait. Il n'y en avait pas énormément de disponibles. Voilà, on va partir comme ça. Et ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais bien mouiller. Hein, parce que, comme de toute façon, l'idée, c'est de les faire carrément tremper dans l'eau. Hein. On n'hésite pas, là, pour le coup, à inonder le terreau. Hein. Voilà, l'eau, de toute façon, va se répartir par capillarité. Je recouvre, et bien voilà, c'est parti, tous les semis sont terminés. On va aller se rendre au niveau de la serre à semis, on va aller positionner tout ça. Alors nous voilà dans ma buanderie, alors on est en plein hiver et là il fait vraiment très froid, il doit faire 10 degrés maximum dans la pièce. Voilà, devant cette petite armoire que je me suis bricolée, hop, donc il y a une première couche de rideau pour l'isolation thermique, une deuxième couche de rideau, voilà, toujours pareil pour l'isolation thermique, et là j'ai ce sorte de petit parallélépipède de volume là, avec des lumières artificielles et un chauffage. On va mettre ça en place, je vais vous montrer un peu tout ça. Donc voilà, tout ça est entièrement recouvert, du coup toutes les parois sont recouvertes d'un tissu réfléchissant. Alors voilà, là c'est des tissus qu'on peut enlever facilement. Au fond c'est un tissu, c'est un peu genre comme de la couverture de survie, c'est un plastique qu'on appelle le mylar, je sais pas trop comment prononcer ça. Voilà. Et du coup ça permet de faire en sorte que toute la lumière artificielle que vous voyez là, qui est distribuée par ces LED, ouais, ouf, ça éclaire fort, il y en a 4 comme ça, des rampes de LED, soit réorientées, rebondissent sur les parois, et puis partent un maximum du coup sur les cultures. Alors là, désolé, la lumière va clignoter un petit peu, c'est les LED qui font cet effet-là. Alors voilà, pour l'éclairage artificiel, comme je vous ai dit, j'ai 4 rampes de LED comme ça. Alors c'est assez coûteux comme matériel, hein, je vous le cache pas. Il y a moins cher comme matériel, mais l'intérêt c'est que niveau sécurité, voilà, c'est vraiment pas chaud. On peut les attraper comme ça, c'est à peine tiède. Ça consomme très peu, on est sur du 27 watts par LED. Donc en gros, toute l'installation va consommer à peine un peu plus de 100 watts. Quand ça fonctionne, donc c'est 14 heures par jour de fonctionnement, donc ça consomme quand même moins que certains types de néons.
Les néons T5 par exemple vont consommer un peu plus, les lampes CFL encore beaucoup plus. Alors je vous avais fait une vidéo hein, sur ces sujets-là, vous pouvez la rechercher, où j'expliquais justement un peu les différentes techniques d'éclairage. Voilà, celle-là est la plus coûteuse à l'investissement, à l'achat, mais après, à l'utilisation, année après année, voilà, elle est relativement moins onéreuse que les autres. Et puis en termes de sécurité, on est vraiment au top parce que voilà, ça n'a pas de risque que ça prenne feu. Pareil au niveau des connectiques. Voilà, c'est tout ça, c'est vraiment c'est IP, je sais pas trop comment dire, mais voilà, il n'y a pas de risque que il n'y a pas de câble apparent, il n'y a pas de risque qu'il y ait de l'eau qui rentre dedans. Même s'il faut faire attention, là, on va faire cohabiter de l'eau avec de l'électricité, donc c'est des installations assez critiques. Et voilà, donc pour le coup, ces installations-là, ces lumières-là, j'en suis très content. Ça fait maintenant, ça doit faire la 4e année que je les utilise, et puis j'ai pas l'impression que la quantité de lumière est diminuée. Donc voilà, c'est quand même c'est appréciable, c'est du bon matériel. Alors, je fais en sorte que toute l'électricité soit au-dessus de la partie où il va y avoir de l'eau, hein, puisque là, ici, là, on va avoir des plants qui vont baigner dans l'eau, tout ça. Donc on évite de mettre l'électricité sous notre l'installation où il va y avoir de l'eau. On essaie plutôt de la mettre au plafond. Toujours pareil pour l'histoire de sécurité. Quand tout ça part au fond, il y a un trou et puis ça part au-dessus. Voilà, où tout ça est branché. Donc je vais avoir une première prise un peu spéciale. Donc ça c'est une prise avec un minuteur qui permet de faire en sorte que là, il y a une multiprise sur laquelle va être branché, hop, voilà, j'essaie de l'attraper parce que je vois pas bien, sur laquelle va être branché du coup les 4 lampes. Cette prise-là va se déclencher 14 heures par jour, de 7 heures à 21 heures si je dis pas de bêtises. Voilà, ça va se déclencher. Et du coup, ça va éclairer les semis 14 heures par jour. Si vous avez des heures creuses, forcément, vous ajustez ça pour que ça éclaire plutôt la nuit. Donc ça, c'est pour la partie éclairage artificiel. Comme je vous l'ai dit, ça, c'est des installations qui coûtent assez cher. Hein, c'est pas forcément pour tout le monde. Je vous ferai une vidéo sur est-ce que ça vaut le coup de faire ces plans soi-même ou est-ce qu'il vaut mieux les acheter. On va voir quand même que pour, à mon avis, la plupart des jardiniers, ou en tout cas les gens qui ont des tout petits potagers ou même des petits potagers, il vaut mieux les acheter parce que pour amortir ce genre d'installation, quand même, il faut quand même y aller, faut vraiment envoyer. Alors pour ce qui est du chauffage, j'avais un chauffage soufflant l'an dernier, un peu bas de gamme, et pour des questions de sécurité, je me suis dit je vais prendre quand même un truc un peu au-dessus. Le chauffage soufflant de Parkside, je l'ai déjà utilisé dans l'eau de serre, c'est le deuxième que j'achète. Je trouve que ça m'a l'air quand même d'assez bonne qualité, d'assez bonne facture. Donc voilà, il a un prix vraiment intéressant. Voilà, donc du coup, je suis plutôt parti sur ce chauffage-là. Bon, je vais le déballer. Hein. C'est une vidéo qui fait unboxing. On fait un unboxing de chauffage soufflant en céramique Parkside. Voilà, c'est magnifique. Et donc, ce chauffage-là, du coup, va partir là-dessus. Voilà, c'est bien stabilisé et je fais en sorte qu'il soit vraiment pas collé non plus à la plaque pour que l'air puisse bien passer. Voilà, parce que là, on met un chauffage dans un espace confiné. Pareil, il faut faire attention à ce qu'il y ait de la place, un certain volume autour. Donc voilà, le radiateur est en place, il est posé sur ces blocs en béton, là, comme je vous ai dit, qui le stabilisent bien, s'assure qu'il n'y ait pas d'eau, il ne soit pas à hauteur de l'eau. Et il est branché sur 2 prises thermostat. Alors j'ai vraiment blindé le coup, j'ai préféré mettre 2 prises thermostat pour avoir une sécurité. Si jamais il y en a une qui tombe en panne, il y en a quand même une deuxième qui est là, qui va se déclencher. Et donc il faut que les 2 prises thermostat soient allumées pour que le radiateur s'allume. Donc là voilà, je l'ai configuré pour qu'il se déclenche quand la température descend sous 20 degrés et qu'il s'arrête dès que la température dépasse 21 degrés. Donc ce thermostat là a une sonde qui est ici, au fond de la petite installation. Voilà, vous voyez, l'air chaud arrive de là-bas jusqu'ici. Et quand la température va, vous voyez, là on est à 20,5, 20,7, 8 et à 21, ça va s'éteindre. Voilà, ça s'éteint. Hop. Et du coup, ça éteint le deuxième thermostat. Celui-là a une température beaucoup plus élevée, c'est une sécurité. Voilà, c'est si la température dépasse genre 35 degrés, parce que lui, il est vraiment sur le souffle du radiateur. Si la température dépasse 35 ou 40 degrés, il s'éteint. Et pareil, il bloque du coup le radiateur. Donc voilà, j'ai quand même mis en place un maximum de sécurité pour éviter les risques d'incendie. Alors il y a également la possibilité d'utiliser des tapis chauffants pour chauffer ses semis. Ça consomme un peu moins et on chauffe vraiment juste le dessous. Voilà, mais certains d'entre vous m'ont fait part quand même un peu de risque d'incendie quand même avec ces tapis-là, notamment un d'entre vous qui sur le club de Potager Coach m'a mis un commentaire indiquant que il avait eu comme une sorte de départ de feu.
Donc voilà, pour le coup, moi ça me refroidit pas mal. Les tapis chauffants, j'avais utilisé une fois une année. Ça avait fonctionné, mais j'ai pas trouvé ça fou non plus. Et puis pour le coup, ça me refroidit encore un peu plus de savoir ça. Donc vraiment, on est parti pour chauffer avec ce genre de radiateur toute l'atmosphère du petit caisson. Alors ça peut paraître beaucoup, hein, les températures que j'ai mises, 21 degrés avec une atmosphère ambiante qui est à 10 degrés, ça va consommer beaucoup d'électricité, mais en fait pas tant que ça, hein, parce que c'est vraiment bien isolé, l'air circule assez peu là-dedans, et donc ça se déclenche quelques secondes, toutes les 2-3 minutes, donc ça consomme en fait assez peu d'électricité, moins que ce qu'on pourrait croire. Alors la difficulté là, c'est comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai mis une fourchette de 20 à 21 degrés. C'est vraiment les patates douces qui m'obligent à faire ça. C'est des cultures qui vont nécessiter, vous voyez là ça s'est enclenché. C'est des cultures qui vont nécessiter vraiment pas mal de température et ça va rentrer un peu en conflit avec typiquement les laitues. Les laitues ont besoin de beaucoup moins de chaleur. 20 degrés, ça risque d'être un peu beaucoup pour elles, d'où l'intérêt de cette variété-là qui ne monte pas. Voilà, il faut faire des compromis. Le fait de mettre de la patate douce au jardin, voilà, ça implique d'avoir une serre à semis assez chaude. Alors pour le reste, hein, les températures de germination optimale du poireau, c'est 18 degrés, donc 20,5 degrés, ça sera très bien pour lui. Les petits pois, c'est pareil, on est autour du 18 degrés. Alors c'est des germinations minimales qui sont assez basses, hein, sur le petit pois, ça commence à germer à 5-6 degrés. Alors je dis ça de mémoire, hein, toutes les informations sont dans le Potager Coach, hein, dans les fiches légumes, hein, vous avez les températures de germination minimales et optimales de toutes les différentes plantes. Et voilà, du coup, ça vous permet de savoir comment ajuster vos différentes températures. Vous voyez, hein, ça descend vite. Hein, quand c'est pas fermé, là, la température, ça descend vite et ça se rallume assez vite. Donc voilà, je vous ai tout expliqué sur cette serre à semis-là. Alors je vous rappelle, hein, je fais cette serre à semis-là dans un premier temps, mais c'est quand même tout petit comme volume, hein, donc ça va pas permettre d'emmener les plants jusqu'au bout. Et j'ai une deuxième serre armoire en extérieur, hein, que je vous ai déjà présentée. Cette serre me sert surtout en début de saison, quand il fait vraiment très froid dehors, et puis après uniquement pour la germination, faire germer les graines, et puis dès que ça a germé, généralement ça part dans la serre extérieure, que je mets en place, généralement on va dire à la mi-mars, je pense peut-être même un peu avant, je commencerai à rallumer la serre extérieure. Voilà, mais en tout cas, là pour les premiers semis, cette serre-là, ça va être vraiment idéal. Allez, on va aller chercher les plants, on va mettre ça en place. Voilà, tous les semis ont été positionnés dans la serre, hein. Tous les couvercles sont bien fermés. Vous voyez, il commence à déjà y avoir de l'humidité qui se met sur les couvercles. Là, on voit, on commence à plus très bien voir au travers. Donc j'ai mis les patates douces ici, en plein cœur de la serre, hein, là où normalement il devrait y avoir le plus de chaleur. Et voilà, le radiateur est là pour chauffer tout ça. Je l'ai pas mis au maximum en termes de température, je le mets juste sur le deuxième cran, hein, pour éviter de mettre trop de chaleur, hein, c'est pas la peine, il vaut mieux qu'il tourne un peu plus longtemps, un peu moins fort. Donc, voilà, je vous rappelle, hein, la quantité de chaleur d'un radiateur, hein, c'est RI carré, c'est l'effet Joule, ça va dépendre de la consommation d'électricité que vous allez faire et pas du tout de la durée, donc autant faire en sorte que cette chaleur soit diffusée un peu moins forte plus longtemps. Bon voilà, tout est en place, le Yasai Paradaisu réouvre ses portes, hein, ça veut dire le paradis des légumes en japonais, j'aime bien donner des noms japonais à mes serres. Voilà, la saison 2024 est relancée, je vous rappelle qu'on peut se retrouver sur Potager Coach, hein, le logiciel vous accompagne sur toute votre saison potagère, que vous soyez débutant ou jardinier confirmé, hein, le logiciel a plein de choses à vous apporter, hein, je vous invite à aller jeter un œil si voilà, vous connaissez pas. C'est ce que je développe d'une petite doigt d'informaticien. Voilà, vous avez pu voir les semis de lancer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.